Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. Regard d'un Yab sur l'évolution de son pays. Ça, c'est quelque chose. On va essayer de voir d'abord c'est qui le Yab et on va voir c'est quoi son petit pays. C'est dans Cosmo Réunionnais. Koussoum Lolibou, bonsoir. Bonsoir, Je vais te dire aux téléspectateurs, c'est pas elle le Yab, hein. C'est Johnny Lebon. Bonsoir Johnny Lebon. Bonsoir Johnny Lebon. Alors, puisque j'ai parlé du livre, Johnny Lebon regarde un Yab sur l'évolution de son pays. C'est le deuxième ou le premier? Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est chasseur de guêpes. Mais là, je suis en rupture de stock au niveau chasseur de guêpes, donc j'ai pas pu... Donc, comme quoi, ça valait le coup. On va faire quand même une piqûre de rappel, même s'il n'y a pas de guêpes. Oui, donc chasseur de guêpes, ça racontait l'histoire de ce père qui avait 2 enfants et qui va les emmener à la chasse. Enfin, qui va... Oui. C'est une fratrie, en fait. Voilà. Le père plus une fratrie et qui va à la chasse aux guêpes. Et le message, c'est la préservation de l'environnement et changer la société revenir vers une société traditionnelle. Et ce qui est toujours intéressant lorsqu'on parle de ce genre de choses, c'est l'initiation. Oui. Quand on initie un enfant à une tradition de son île, de son pays, c'est de voir toute j'allais dire, le côté solennel que le père va mettre dedans. Et justement, c'est pour ça que Lebon a raison quand il dit, c'est surtout de protéger l'environnement, ne pas casser ça, ne pas faire des choses inutiles, ne pas manquer de respect à la nature. Exactement. Donc, il était déjà venu, on l'avait déjà reçu sur le plateau, mais on n'avait pas fini de parler, puisqu'on allait commencer à parler de la démographie, quand on s'est interrompu. Et entre-temps, donc, j'ai lu votre interview pour la décroissance face aux monstres. Oui. Et donc, là-dedans, vous dénoncez le bétonnage de notre littoral et le plan d'aménagement du territoire. Oui. Donc, on va essayer un peu d'allier ce problème de démographie que vous citez aussi à l'intérieur de votre... C'est un genre d'essai, c'est pas un roman. Non, c'est un essai autobiographique. Je raconte mon chemin de vie avec tous les événements, comme je disais la dernière fois, qui ont marqué la Réunion sur les 50 dernières années. Voilà, on peut retenir vraiment l'essai parce que c'est pas une histoire qui est romancée, c'est l'histoire de ma vie à moi, c'est mon histoire. Donc, sur l'évolution de la société rayonnaise, ce problème de démographie, vous le datez à partir de quand? À partir de quand vous dites là? Voilà, parce qu'on sait que l'île de la Réunion, il y a des flux, des reflux de passage. Le boom démographique a commencé à la chute de la mortalité. Toute démographie galopante, c'est quand il y a une chute de la mortalité. Les progrès de la science et tout ça. Donc, 1974, par exemple, on était 470 000 personnes. Maintenant, aux dernières statistiques de l'INSEE de 2012, sur le 1er janvier 2012, on est 875 000 habitants à La Réunion. Donc, on a pris 400 000 habitants en moins de 50 ans. Donc, ah oui. Ce qui explique qu'il y a eu moins de morts et plus de naissances. Oui, c'est le sol naturel. On appelle ça le sol naturel. C'est-à-dire, il y a eu plus de naissances que de mortalité. Mais la démographie, c'est la clé de notre société. Voilà, parce que si on fait le point sur les années 50, il y a la mortalité, surtout infantile, est très forte. Voilà, c'est ça. La mortalité infantile était forte dans les années 50, comme vous disiez. Oui. Mais à partir des années 70, la période de Bré, tout ça, quand on a commencé à la modernisation de la société réunionnaise, la mortalité infantile a diminué. Ce qu'on appelait on a mis en place le planning familial. Le planning familial, voilà. Oui, avec des atrocités aussi qu'on est déjà venu sur le plateau. Oui, ça je dénonce justement de toute façon, ça sera l'occasion, on aura l'occasion d'y revenir, non pas pour ressasser l'histoire, mais c'est important, et je le dis et je le répète, c'est que il faut donner l'opportunité aux descendants de soigner les souffrances. C'est pour ça qu'il faut en parler, non pas pour en vouloir à ceux qui ont commis des choses qu'on peut dénoncer, mais de permettre à tous les descendants qui portent les souffrances de pouvoir enfin se guérir. Oui. Je vais faire, si vous voulez, une petite historiographie de la démographie réunionnaise. Donc, je vous disais, 1970, les années 70, on était à peu près 470 000. Entre 1970
Et début des années 80, on est passé à 526 000. Ça veut dire qu'on a eu un contrôle des naissances de la période de Bré. On a assisté à ce qu'on appelle le combat manichéen entre les autonomistes d'un côté de Paul Vergès et les départementalistes de Bré. Et vous disiez qu'il y a eu des souffrances. Par exemple, on peut parler de livre de Madame Vergès qui, par exemple, le livre s'appelle Le ventre des femmes. Il y a un super reportage qui s'appelle Les 30 courageuses, qui dénonce justement le fait d'avoir mené une politique malthusienne, c'est-à-dire un contrôle des naissances au niveau régional, alors qu'au niveau national, le ministre de l'époque, Michel Debré, la natalité continue à avoir son cours normal, et à La Réunion, on a freiné la natalité. D'autant que c'est Michel Debré qui va instituer le 3e enfant, l'argent en plus, et il expliquait ainsi, c'est-à-dire que 2 enfants, ça remplace le père et la mère, donc un enfant de plus, c'est pour pouvoir augmenter la population. C'était l'explication donnée par les gens de l'époque. Non, lui, son but, justement, c'était de contrôler les populations, c'est-à-dire qu'il pensait que les femmes réunionnaises étaient trop productives. Ça, c'est à La Réunion. À La Réunion, je parle au niveau national. Oui, au niveau national, d'accord. Oui. Parce qu'à La Réunion, comme je vous disais, on a assisté, par exemple, l'affaire de la clinique Moreau. Oui, voilà. Je crois que ça va être de nouveau rejugé. Voilà. On a assisté, par exemple, à l'exode des Réunionnais qui sont allés dans le cadre du Bumidum. Oui. Et on a, dans le cadre de les enfants de la Creuse, peupler les régions rurales de métropole, enlever des Réunionnais d'ici et les envoyer dans des coins perdus de la France métropolitaine. Daniel Ouareau, il dénonce ça dans un titre de sa chanson. Il dit « Belle Papang, la partie avec ». En fait, c'est la politique assimilationniste que le gouvernement français a menée. Il a enlevé des enfants réunionnais pour aller peupler la France métropolitaine. Et à contrario, on fait venir des fonctionnaires de métropole dans cette période. On commençait à faire venir des fonctionnaires à La Réunion, alors qu'on envoyait nos enfants. Et des fois, il y a des frères, des sœurs, une famille entière qui est séparée parce qu'on envoie travailler dans la France métropolitaine. Il y a 2 choses. Il y a d'abord le nombre d'enfants qui n'était pas maîtrisé. Et puis, il y avait aussi un fait, c'est que les descendants d'esclaves, les Noirs, faisaient beaucoup d'enfants. Ça, c'est une politique... je dirais, entre parenthèses, c'est une politique criminelle parce que se juger une personne sur son taux de productivité parce qu'elle est noire, en l'occurrence, comme vous disiez, les descendants d'esclaves, moi je trouve que c'est une politique criminelle. On parle beaucoup de ça. Moi j'ai un ami qui est prof d'histoire et spécialisé là-dedans, qui s'appelle Gilles Gauvin justement. Lui il est spécialisé dans la période de l'époque de Bré. Oui. Et si on prend le temps d'analyser ces archives, il y a tellement de choses cachées. Juste une chose aussi à rappeler, en 1961 va sortir l'ordonnance de Bré contre les politiques qui ne sont pas pour le gouvernement de l'époque, le gouvernement français. Donc, plusieurs professeurs communistes, politiquement parlant, vont être mutés en métropole. Ouais. Donc, ça reste bien dans la démarche de l'époque et de Michel Debré, c'était de faire partir les gens qui étaient contre le gouvernement. Et il y avait aussi, qu'on le veuille ou pas, il y avait aussi à La Réunion des gens qui ne voyaient pas d'un bon œil la multiplication des naissances des enfants noirs parce qu'ils se sentaient menacés. Oui, effectivement. Et on salue au passage l'association Racines en l'air qui travaille pour le retour de ces personnes qui ont été déracinées. Qui les accueillent à nouveau et qui... Donc après, à partir de 1980, donc la natalité repart un petit peu et on assiste à vraiment un boom de la natalité dans les années 90. D'accord. Donc, il y a aussi, on peut appeler ça un retour des immigrés, c'est-à-dire que les personnes qui sont parties dans les années 1955-1960, en pleine période Bumidum. Je suis à 80. Je crois que c'est vers la fin de 80, je crois, qu'on a mis fin à cette politique exode. Oui, Bumidum, oui. Ouais. Ça a été remplacé par l'ANT et après par d'autres organismes. Bon, ceci étant, il y a une chose que je tiens à dire ou à redire. On ne critique pas les gens qui souhaitent partir. Non. Partir, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, si on veut aller se former, continuer à apprendre, partir, c'est une bonne chose. Ce qu'on dit ici ou ce qu'on dénonce, c'est ceux qui ont été forcés de partir, à qui on a menti. On a menti aux familles, on a menti aux enfants. Donc, et surtout, on les a laissés dans des détresses extrêmes.
les suicides, Oui, c'est surtout ça. les gens qui ont perdu la tête, il y en a eu quand même quelques-uns. Ben, il y a des gens qui dénoncent, par exemple, dans leurs écrits, comme par exemple, il y a un super roman de Jean-François Samlong, Un soleil en été, Oui, oui. en exil. hiver, un soleil non, un soleil en exil. Un soleil en exil, voilà. Et il y a un autre que j'ai rencontré, un autre auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, Martial, il me semble, qui dénonce justement les brimades qu'il a, entre autres brimades sexuelles qu'il a reçues quand il était enfant de la Creuse, hein, quand il est parti en exode. Et donc, pour revenir sur la démographie, à partir de 1990, donc en 1990, on est 601 000 personnes à peu près à La Réunion. 1999, on est à peu près 730 000 habitants. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui 2022, on est 875 000 et les prévisions des démographes pour le futur nous amènent vers une Réunion 2030 à peu près 1 million de personnes. Bon, après, il faudra nuancer un peu parce qu'on a quand même la crise Covid. Il faudra regarder les taux de mortalité par rapport à cette période-là, hein, ces 5 années-là, parce qu'on a quand même un taux de mortalité qui, je pense en ce moment, qui est un petit peu à la hausse. Le taux n'est pas si élevé que ça par rapport aux courbes normales de la mortalité. Il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas tant de morts que ça. Il faudra étudier dans quelques années. Pour l'instant, on n'a pas encore de retour à ce niveau-là. Après, Là, donc, ça y est, on arrête de sortir les personnes. À La Réunion, on continue à produire. Il y a les retours. Vous étiez en train de me parler. le sol migratoire. Voilà, les retours. Qui revient? Ben, il y a des Réunionnais qui sont partis dans les années 60, qui reviennent dans leur pays pour s'installer. Il y a les enfants de ces personnes qui reviennent dans leur pays pour connaître leur origine, éventuellement. Après, moi, au niveau démographique, je pose la question. Donc, le gros souci, c'est comment nourrir, comment loger, comment donner de l'énergie, comment donner de l'éducation dans un pays comme le nôtre, une insularité exiguë, hein, on est un petit pays. Et quand on regarde les statistiques, par exemple, au niveau des démographies, on se rend compte que on est en train de dénaturer complètement notre paysage. Par exemple, on est à un taux d'urbanisation de 90% à La Réunion. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on est passé d'une société, par exemple, basée sur le primaire, dans les années 50, c'était l'agriculture. Oui. Maintenant, 90% quasiment de la population, c'est du secteur tertiaire. Un secteur tertiaire, pas dérivé, mais c'est du secteur tertiaire. C'est-à-dire que les agriculteurs, il n'en reste plus beaucoup. Ça veut dire aussi que nous avons loupé une étape, c'est-à-dire l'industrialisation. Il n'y a pas d'usine à La Réunion, on n'a pas fait, en termes économiques, il y a le primaire, secondaire et tertiaire. On est passé du primaire au tertiaire. Ben, la transition était rapide. Ouais. C'est une transition rapide. Et comment nourrir une population qui sera 1 million de personnes en 2030 ? On sait qu'à La Réunion, 98% de notre agriculture est basée sur une agriculture chimique. Vous voyez, c'est-à-dire, expliquez-nous un peu. L'agriculture chimique, ça veut dire qu'on n'a presque pas d'agriculture biologique à La Réunion. On fait rentrer des intrants, on utilise des fongicides, on utilise des pesticides qui polluent notre air, notre eau, nos sols, et qui nous donnent sur du long moyen et certainement sur du long terme, qui vont nous donner des maladies. Par exemple, vous regardez en Martinique et Guadeloupe, le scandale du chlordécone. Oui. Combien de personnes, 600 ans après, ils sont encore contaminés par rapport... C'était pour la banane ? Pour la banane. Mais nous, ici à La Réunion, vous savez qu'on est le 3e département français, le plus utilisateur de le glyphosate. Et on n'est pas prêt de changer, malheureusement. Nos politiques à La Réunion, ils n'ont pas de souci écologique, ils n'ont que le souci de productivité. Croissance, croissance, croissance. Il n'y a que ce mot qui compte. Donc, Johnny, quand vous dites que à La Réunion, on ne mange pas, même si c'est marqué bio, c'est pas du bio. C'est le gabégie. Quand vous voyez AB sur un truc, moi, honnêtement, j'achète pas de l'agriculture. Quand je vois le label AB, parce que derrière le label AB, c'est de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture chimique. De toute façon, même dans l'agriculture biologique, il y a 15% de produits chimiques à l'intérieur. Oui, mais ça, c'est les directives de l'Europe. Oui. C'est-à-dire, on est un milieu insulaire. On subit les directives de l'Union européenne qui sont ce sont des technocrates qui nous dirigent. Mais ça, on a commencé à se plaindre de ça depuis les années 80. Que des gens à Paris, dans leur bureau, qui ne connaissent rien, que ce soit de la Corse, de la Bretagne ou d'autres régions ou de l'outre-mer, qui disent, qui écrivent et qui font des lois pour obliger les gens à faire comme ils le disent.
Mais ce qui est plus dommageable encore, c'est que on nous ment en nous mettant de la poudre aux yeux, en agitant le drapeau agriculture biologique, alors qu'on sait pertinemment qu'on utilise de l'agriculture chimique. Mais Comment ça, allons-nous mentir faire aux alors gens. Comment faire Par exemple, y a-t-il une solution? Par exemple, là, j'ai vu, la maire de Saint-Denis, elle a donné des terrains à des agriculteurs pour faire, par exemple, de la vanille. Et bon, le principe en lui-même, il est bon. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait de mettre un intermédiaire entre l'agriculteur et le producteur. C'est-à-dire, là, on donne la gestion de ces terrains à la SAFER. Non, c'est un syndicat corporatiste, limite mafieux. Oui, mais je suis... ça, je ne suis pas d'accord qu'on le dise sur le plateau, parce qu'on va se créer des ennuis. Donc je retire ce que vient de dire monsieur Denis Lebon là-dessus, concernant la SAFER. On pourra dire ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas de preuves et qu'on ne peut pas, prouver, je me dédouane de ça parce que ce n'est pas une façon de voir les choses. D'accord. Maintenant, il y a une chose que je veux dire. La SAFER, c'est clair, mais à chaque fois que les hommes se regroupent pour faire des choses, quelle que soit la structure, ils sont humains. Il y a forcément. Et c'est clair que ceux qui sont victimes de leur façon de faire, je peux comprendre qu'ils pointent du doigt la structure. Maintenant, cette structure-là, elle existe, la SAFER existe, c'est elle qui attribue les terrains, il faut composer avec, on n'a pas le choix. Pourquoi ne pas donner directement le terrain à l'agriculteur directement ? Parce que la loi ne le permet pas. Il faut passer par un organisme de contrôle. Bon, ça, c'est des fonctionnements sociétaux qu'il faut absolument qu'on arrive à changer. Mais bon, après, comme vous dites, on ne va pas rentrer dans des trucs qui risquent de froisser des sensibilités qui sont... Donc, pour poursuivre, comment on les nourrit, donc, comment on les loge, voilà. Loger, pareil, on assiste de plus en plus à des ghettoisations de notre société. Oui. On dilapide notre foncier pour donner à des grands magnats de l'immobilier qui vont profiter de l'argent, mais le créole, lui, il va être dans les petites cages à oiseaux. Mais là, encore une fois, Jean-Yves Lebon a raison, mais quand on regarde la façon qu'on construit aujourd'hui le logement locatif et collectif, c'est vrai qu'il y a des jours où on se demande comment les politiques peuvent cautionner ça, bien sûr. Comme dit Jean-Yves Lebon, comment les politiques peuvent cautionner ça? Et là, il y a quand même, et on le dit souvent, même les logements récents qu'on vient de livrer, parfois, il y a des défauts, il y a beaucoup de défauts de construction. Oui, nouveau, ça ne veut pas dire sans défaut, sans aussi limitation dans les garanties qu'ils apportent. Et puis, revenons à ces facteurs où on forme des ghettos. Oui, on met des ghettos, oui. Et ça engendre quoi? De l'insécurité. Voilà. On voit d'actualité. Et la violence urbaine. La violence urbaine, effectivement. Et je me dis qu'il y a quand même des gens qui pensent, quand on attribue un logement, de ne pas attribuer des logements, même si c'est sociaux, à des personnes d'une même communauté. Beaucoup de communautés dans un quartier, ça peut être peut-être bien, mais peut-être que le mélange va aussi favoriser... métissage, le brassage. Voilà, autre chose peut-être. Après, ça c'est compliqué aussi de rentrer dans ça parce que exactement, on risque de froisser des sensibilités, c'est des trucs éminemment politiques. Moi je milite pour un changement. Il faut qu'on pose les choses carrément sur la table si on veut avancer. On peut pas avancer en restant dans du non-dit, dans des trucs cachés. Voyez, par exemple, il y a nourrir, loger, la question du transport. À La Réunion, on est perpétuellement dans des comas circulatoires. Nos politiques ont mené une politique basée sur le tout automobile. Au lieu de trouver des alternatives à ce mode de fonctionnement, on mise tout sur l'automobile. Vous pouvez construire une route, vous pouvez améliorer la route, mais si vous avez un nombre de flux automobiles constant qui augmente, là j'ai les statistiques. Par exemple, pour le nombre de voitures, en 1946, on avait 5 voitures à La Réunion. Par habitant, pour 1000 habitants. 5 voitures pour 1000 habitants.
En 1994, on a 260 voitures pour 1000 habitants à La Réunion. En l'an 2020, là maintenant où on est, on a 450 véhicules pour 1000 habitants. Ça veut dire qu'on a un impact carbone énorme. Ça montre aussi que le lobby voiture à La Réunion a toujours bien fonctionné. Voilà. Vous avez touché le mot, j'ai mis le mot sensible. Tout, que ce soit l'agriculture, nourrir, loger, tout est une question de mainmise du lobbying agroalimentaire, le lobbying immobilier. C'est une mainmise du lobbying sur la terre réunionnaise. Alors, nous arrivons à la fin des 20 minutes qui nous sont imparties. Alors, je propose à Jean Lebon de revenir. On va essayer, dans la prochaine fois, avec Kosso Modibo, de voir quelles solutions vous préconisez. D'accord ? Okay. Et on prendra le temps de les énumérer et de les expliquer. Oui. D'accord ? Okay, pas de souci. Merci Jean Lebon, merci Kosso Modibo. Merci à vous. Merci à vous Gismi. de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.